Ok, dans cette vidéo, j'aimerais parler un petit peu de ma frustration, qui peut-être est la vôtre aussi, si vous faites un changement de carrière vers développeur. Donc moi, depuis 2014, je travaille sur Internet, donc j'ai toujours travaillé comme indépendant et remote. Donc j'ai une carrière assez spéciale, puisque j'ai habité dans plein de pays, et j'ai fait un milliard de trucs, généralement dans les langues étrangères, les langues étrangères. Euh, j'ai fait pas mal de sites web, j'ai fait pas mal de produits, j'ai fait des produits d'information, des espèces de cours en ligne et tout ça. J'ai fait des espèces de petites applications, des trucs no code. J'ai fait plein de choses. J'ai aidé des gens avec leur business. Bref, j'ai des compétences dans tous les sens. Euh, et le code s'ajoute à ça pour moi. Et pour moi, c'est pas, c'est mon point faible en fait, le code. Donc, mon objectif, c'est que si je rajoute le code à mes compétences, eh ben, je vais devenir super compétent. Peu importe comme développeur, parce que j'ai une vision super globale du reste, ou comme product manager, je sais pas, ou comme entrepreneur tout seul, parce que je pense que je vais retourner à l'entrepreneuriat, au freelancing, après quelques années comme développeur, ou peut-être moins. Donc voilà. Et ce qui a été difficile pour moi dans ma recherche de travail, et beaucoup d'amis entrepreneurs m'avaient dit tu verras, tu penses que tu vas vouloir être employé, mais quand tu vas commencer à comprendre ce que ça veut dire que d'être employé et de travailler dans un milieu spécial, tu vas péter un câble, parce que c'est souvent le cas pour les personnes qui ont une personnalité, voilà, d'entrepreneur ou d'indépendant, qui ont été très libres et qu'ils arrivent dans un monde où il y a plus de contraintes, donc plus ou moins en fonction de l'entreprise, et des contraintes contre lesquelles, en fait, quand on est employé, on peut pas faire grand chose en fait, c'est-à-dire c'est des décisions au-dessus, on doit faire les choses comme ça, voilà. Et dans les entretiens d'embauche, en fait, je me suis rendu compte rapidement que la plupart des gens en face de moi, on n'avait rien à foutre de mon passé et de mes compétences que je pensais utiles en tant que développeur, c'est-à-dire que je pense au produit, je pense à l'utilisateur, je pense en fait que le bon code, c'est le code qui est utile. Donc on s'en fout qu'il soit bien écrit, on s'en fout que ce soit une super architecture, on s'en fout qu'il utilise les bonnes technologies et tout ça, si ça ne sert pas à quelque chose dans le business. C'est vraiment ma façon de penser en fait. Par exemple, il y avait des questions en entretien d'embauche, les projets dont je suis le plus fier, et les projets tech dont je suis le plus fier, c'est des trucs no code, donc c'est-à-dire où j'ai pas codé, ou des trucs faits mais vraiment avec très peu de code. Parce que j'en suis fier, parce que écrire du code c'est dur, ça amène des bugs, ça amène des choses compliquées, et donc de régler un problème en utilisant le moins de ressources code possible, c'est une super solution. C'est une super solution. Si vous voulez faire un site internet pour vous-même, la bonne solution, c'est pas un site que vous codez en JavaScript, PHP ou Node ou Python et que vous faites tout à la main et que vous écrivez votre CSS à la main et tout ça et que vous avez votre site. La bonne solution pour moi, c'est vous prenez un WordPress et vous installez un thème de base et vous le changez et vous avez réglé votre problème en quelques heures. Vous avez un site et du point de vue extérieur, les gens qui vont venir sur votre site, c'est ça qu'ils vont regarder. Ils ne vont pas regarder ce qu'il y a derrière le back-end et comment est-ce que vous avez tout codé vous-même. Ça peut être une autre question pour des recruteurs, mais si le but du site c'est de vous mettre en avant, bah, vous prenez la solution la plus simple et c'est ça la meilleure solution. C'est-à-dire, voilà, genre, vous n'allez pas réinventer quelque chose, vous n'allez pas construire vous-même tout ce que vous allez utiliser. Je sais pas, vous avez besoin d'une fourchette, vous n'allez pas aller dans une forge et forger une fourchette. Vous allez à Ikea prendre une fourchette, c'est ça la bonne décision. Donc c'est ça ma façon de penser. Et souvent dans les entretiens d'embauche, j'ai vu que mes réponses, en fait, elles plaisaient pas trop aux développeurs en face de moi, qui s'attendaient à voilà, des prouesses techniques ou des choses dont j'étais fier techniquement. Donc en fait, les projets où j'ai dit que j'étais fier techniquement, j'ai parlé des projets que j'ai fait sur Open Classroom, j'ai dit voilà, je suis bien content, j'ai bien commenté mon code, ce qui est vrai, j'ai bien fait, ma structure elle est bien faite et tout ça, mais c'était une fierté qui était différente, c'était une fierté purement technique. Beaucoup de gens m'avaient dit tu verras, t'as des super atouts parce que en plus du savoir que tu saches coder un peu ou pas beaucoup, c'est pas trop important quand tu es junior. Ce qu'ils cherchent c'est de voir si tu sais communiquer,
tu sais bien réfléchir et tout ça. Et j'ai pas ressenti ça en fait dans mes entretiens d'embauche, d'une façon très frustrante. J'ai pas ressenti cet intérêt de la part des recruteurs sur mon passé et mes autres compétences transverses. Donc ça m'a un peu refroidi, surtout en me disant que bah, ils allaient m'embaucher vraiment comme un mec qui écrit du code et que bah, mon boulot, c'était ça qu'ils cherchaient, c'était un mec qui écrit du code. Donc oui, ça peut ne pas surprendre que on embauche un développeur pour écrire du code. Sauf que de partout, dans les trucs que je lis et dans les conseils des développeurs expérimentés, qu'est-ce qu'un bon développeur? On retrouve souvent des trucs, des mentions comme un bon développeur, c'est pas un développeur qui juste sait écrire du code. Un bon développeur, c'est un mec qui sait réfléchir, c'est un mec qui sait communiquer, c'est un mec qui comprend les enjeux produits, les enjeux business, c'est un mec qui comprend la vision globale des trucs. Et donc pour moi, j'étais, j'ai d'autres qualités d'un peut-être futur bon développeur, et le code, c'est ce qui manque. Et voilà, donc j'ai pas trop ressenti ça, donc ça m'a un peu refroidi. Et dans certains entretiens d'embauche, en fait, ils m'ont demandé pourquoi est-ce que vous cherchez un boulot comme développeur. En fait, vous ferez mieux de chercher un boulot comme product manager ou manager même. Pourquoi faire enfin, plutôt que développeur. Et l'idée que, en fait, j'explique, mais moi, ma carrière, elle est. Moi, je suis étudiant, en fait. J'ai peut-être 32 ans, mais ma carrière, pour moi, elle va décoller quand j'aurai 50 ans. Voilà, je prévois long terme. J'ai pas décidé que j'allais utiliser mes compétences maintenant pour gagner de l'argent. C'est ce que je fais déjà. Je veux transitionner pour avoir des compétences plus globales. Donc c'est peut-être votre cas aussi, si vous avez un autre background. Donc voilà, donc c'était difficile. La plupart des entreprises m'ont un peu dégoûté. Parfois il y avait des trucs qui étaient un peu red flag, comme on dit en anglais, drapeau rouge, des trucs que tu veux pas voir. Par exemple, j'ai demandé à une entreprise française très connue, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Il y avait le CTO et je lui ai dit voilà, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir du feedback de bonne qualité fréquent. Ce que je veux dire par de bonne qualité, c'est-à-dire c'est pas un jugement, c'est-à-dire qu'on donne du feedback précis. C'est genre voilà, t'écris ça, ça c'est bien, ça par contre, ça risque de poser un souci sur ta ligne de code si tu écris ça comme ça parce que regarde, c'est pas optimisé, ça va prendre trop de. Tu vois, imagine ce cas de figure, ça va prendre trop de temps, ou c'est pas PEP 8 ou des trucs comme ça, du bon feedback. Donc, et le mec m'a dit ah oui, non mais t'inquiète, si ton code c'est de la merde, je te le dirai tout le temps, hein, ça il n'y a pas de souci. Et puis, juste le fait que pour moi, un CTO ou un manager, quelqu'un puisse penser que son cerveau puisse se dire c'est ok de dire ton code c'est de la merde même pour rigoler, ça veut dire que le mec a pas pris l'habitude de donner du feedback en fait. Parce que même ça, même dans une blague, moi j'imagine que je vais être stressé comme beaucoup de juniors, je vais me dire je pense mon code c'est de la merde tout le temps évidemment puisque je suis junior et que j'apprends. Que quelqu'un me dise ça même pour rigoler, en fait ça va me dire je vais pas être en confiance en fait. Je veux pas que quelqu'un me dise tout le temps ah c'est génial ce que tu fais, je veux juste du bon feedback en fait. Quelqu'un qui me fasse voir ce que je fais bien et ce que je dois améliorer d'une façon claire en fait. Et c'est ça que je recherche. Donc parfois, juste dans la communication des autres personnes, je voyais que j'aurais pas ça. Pareil, dans certaines entreprises, les personnes qui recrutaient étaient déjà dans leur personnalité, dans leur façon d'expliquer les choses, tellement chiantes quand ils expliquaient. Je me disais, mais putain, mais je peux pas travailler avec un patron qui va parler comme ça, en fait, qui va être aussi chiant, qui va être tellement dans son jargon technique, à parler de trucs sur une voix monotone, je vais péter un câble. Et ça, c'est peut-être ma personnalité, je suis trop, je sais pas, actif, je dois être passionné, moi, par le truc, c'est vraiment mon problème, en fait. Et je voyais que pour la plupart des entreprises, j'allais pas avoir cette passion, en fait. Je la perdais déjà aux entretiens d'embauche. En fait, déjà aux entretiens d'embauche, j'étais en mode putain, j'aimerais pas bosser dans cette boîte. Et je me disais, mais ça sert à quoi, en fait, que j'aille plus loin. Donc c'était le cas pour pas mal d'entreprises. Il y en a eu 3 au final, vraiment, dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai passé des entretiens d'embauche. 3 plus la toute première dont j'ai parlé dans une autre vidéo. 3 qui m'ont plu. 2 où je suis allé le plus loin et puis ça s'est pas fait. Donc une qui était dans le Web3, une qui était dans la cybersécurité. Et il y en a une dernière qui est à Budapest, qui est dans le recrutement d'ailleurs, enfin ils faisant un outil pour trouver du travail et voilà. Qui a l'air super bien, donc je vais faire le test technique ce week-end et peut-être si ça se trouve ça va marcher, peut-être que ça va être eux qui vont m'embaucher et eux, voilà, ces boîtes-là, il y a eu en fait que sur les 100 entreprises sur lesquelles j'ai postulé, enfin dans celles qui m'ont répondu, il n'y en a eu que 3 qui vraiment me motivaient moi, où j'avais envie de bosser chez eux.
Donc en fait, je comprends un peu mieux un truc qu'on m'a dit au début. On m'a dit, si tu veux trouver n'importe quel boulot, tu peux, il n'y a pas de souci, tu vas le faire. Par contre, est-ce que tu veux n'importe quel boulot? Et moi, dans ma tête, au début, quand j'ai cherché, je me disais, ouais, n'importe quel boulot, être payé pour coder, c'est génial, c'est mon rêve. Donc peu importe, même si tu me dis, ouais, bah, ça va être en PHP, et puis tu seras mal payé, et puis voilà, désolé pour les gens qui aiment le PHP, je crois que personne n'aime le PHP en général, donc moi j'ai décidé que je ne connais rien en PHP, donc à force d'entendre que c'est pas super, bah, j'ai absorbé ça, mais il faudrait peut-être que je vérifie par moi-même. Donc voilà, même une entreprise pas excitante, je me disais que j'étais prêt à bosser, puis finalement non. Donc voilà pour ma grande frustration. Il y a aussi le problème que, en fait, c'est compliqué. Open Classroom est compliqué pour moi financièrement, pas parce que c'est très cher, mais parce qu'en fait, je passe mon temps sur Open Classroom au lieu de travailler. Mais aussi, si je remplace mon temps d'Open Classroom par du travail, comme prof de français que je fais, ou j'ai d'autres activités à côté qui marchent, où je peux gagner de l'argent, bah, en fait, j'ai pas de problème. Ça va financièrement, en fait. Et pour la plupart des boulots, étant donné que c'était en Hongrie, étant donné que la monnaie hongroise depuis la guerre en Ukraine s'est cassée la gueule, plus ou moins, et puis est instable, et puis que je suis pas trop fan aussi. Enfin, maintenant ça va mieux, mais juste après la guerre en Ukraine, j'ai vraiment, enfin au début de la guerre en Ukraine, j'ai vraiment réfléchi à est-ce que je veux vraiment m'installer ici officiellement avec un contrat de travail et tout ça, et ne pas pouvoir bouger facilement. Il y avait aussi ça, un peu ce découragement ou voilà, cette inquiétude par rapport à l'avenir. Euh, donc voilà, ça fait que en fait ma situation par défaut, donc qui est de freelance entrepreneur, ben, est assez confortable en général. Ça fait que voilà, je suis pas à chercher n'importe quel boulot. Donc voilà un petit peu ma conclusion sur ma recherche de travail. Euh, voilà, voilà. Donc en gros, pour conclure, je raconte ma life. J'espère que ça t'est utile, puisqu'en fait c'est à peu près le format que j'ai dans toutes ces vidéos jusqu'ici, qui sont trop longues, qui sont pas montées. Mais je vois qu'il y a des commentaires avec des gens qui trouvent ça intéressant, donc je continue comme ça. Euh, je sais pas s'il y a d'autres personnes dans la même situation que moi. Je pense que alors, la plupart des développeurs, la plupart des gens qui changent de carrière comme ça ont des parcours atypiques. Euh, voilà, moi ça m'a amené à plus réfléchir à deux options en fait. Donc je vais parler de continuer Open Classroom dans une autre vidéo, mais dans mes deux options, il y a chercher un travail comme Product Manager. Il y a beaucoup trop de gens qui m'ont dit que je devais faire ça, que ça m'intéresserait. Moi ce qui m'inquiète avec ça, c'est que c'est un boulot pas mal intense, pas mal stressant. Donc je sais pas trop comment je vais réagir à ça, parce que j'ai jamais bossé dans une entreprise normale déjà à la base, donc ça va être bizarre de faire ça et de commencer par un boulot à responsabilité assez conséquente. Première option. La deuxième option pour moi, c'est de monter en compétence vraiment comme développeur et de passer directement à la case freelance. C'est un gros débat sur YouTube sur est-ce que ça se fait d'être freelance sans avoir travaillé avant comme développeur. Techniquement, je l'ai déjà fait, hein, je l'ai déjà fait avant. C'est juste que je me disais, c'est mieux si je bosse en équipe pour avoir des compétences avant de devenir freelance. Mais peut-être que je vais faire ça, je sais pas, on va voir. En tout cas, merci de regarder mes vidéos et puis abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce qu'apparemment c'est bien d'être abonné. Moi en fait, c'est pas trop important que j'ai plein de vues sur cette chaîne et qu'il y a des calls, donc c'est un peu entre nous. Tu t'abonnes, c'est juste entre nous, c'est pas pour les chiffres et tout ça, c'est juste pour mon ego. Et puis on se voit dans une autre vidéo. Salut!